nous vient de Pologne, qui fait la joie d'accepter à plusieurs reprises nos invitations. Ça a été avec David Engels une rencontre fructueuse, puisque à la lecture d'un de ses ouvrages, eh bien, nous avons pris contact et ça fait maintenant la troisième année que nous recevons David Engels à différents événements. Il nous apporte peut-être un regard extérieur, au regard français, une approche sans doute enrichie par les différentes sphères d'influence fréquentées par David Engels, que ce soit la Pologne, la Belgique, ou même le monde germanique, qui vient, je pense, enrichir, rafraîchir peut-être aussi nos manières d'envisager notre combat. Je vous remercie encore, David Engels, de nous rejoindre. Je vous présente brièvement aussi son parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas. David Engels est professeur et historien à l'Institut Zagodny à Poznań, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le déclin de l'Occident, qui fait référence évidemment à l'ouvrage, à l'œuvre de Joachim Spengler. Un premier livre vraiment sur le déclin de l'Occident, un autre plus politique qui s'appelle Rénovation Europa, et puis un troisième très pratique et qui constitue en quelque sorte un peu un bréviaire personnel qui s'appelle Que faire. David Engels, je vous laisse la parole. Voilà, un tout grand merci pour ces paroles de présentation, pour l'invitation aussi. C'est de nouveau un grand plaisir d'être impliqué ici dans les activités de l'Academia Christiana. C'est vraiment à chaque fois une bouffée d'air, même quand on vient de Pologne d'ailleurs, de voir cette jeunesse et de voir cette France qui, même si elle est actuellement presque l'un des pays les plus enfoncés finalement dans la misère du déclin, qui est aussi, me semble-t-il, celui où on voit le plus déjà un regain d'identité et de force. Donc ça, c'est vraiment très, très, très magnifique de pouvoir assister à ça et de pouvoir aussi y contribuer par mes propres réflexions. Donc, il va de soi que le dilemme sécession ou reconquête soit un dilemme rhétorique. En réalité, personne ne contesterait la nécessité d'être actif sur les deux fronts, à la fois le front de la bataille pour la domination politique de la société et le combat pour le raffermissement intérieur de nos bataillons. La question n'est pas celle du choix entre les deux approches, mais plutôt de leur agencement idéal. Cette question trouve sa réponse en posant un autre problème, celui de la solidité interne de l'hégémonie de la gauche. Car si nous devons estimer que la gauche reste fermement aux commandes de notre société pour de nombreuses années encore, alors nous devons privilégier la sécession afin d'hiberner et de nous fortifier. Si en revanche nous croyons que la gauche est prête à tomber, comme le fut par exemple le communisme dans les années 1980, alors nous devons privilégier la reconquête. Ce dilemme n'est pas rendu plus facile par le risque de voir l'écroulement de la gauche, non pas par un raz-de-marée révolutionnaire, mais plutôt par un lent affaissement, accompagné par une fragmentation du pouvoir et du territoire, si pas de jure, du moins de facto. Personnellement, il me semble que l'emprise de la gauche sur les instruments du pouvoir, donc les médias, l'éducation, l'économie, la politique, soit encore assez solide, et donc aussi l'emprise sur les esprits de nos concitoyens, bien que le sommet de son influence soit peut-être justement en train d'être dépassé. Ainsi, si la situation politique globale devait rester stable, je donnerais encore aisément 15 à 20 ans à la gauche. Certes, cette stabilité est en train de vaciller. Pensons seulement à la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la polarisation sociale, la lente montée de la droite partout en Europe, le déclin économique, l'affaissement des États-Unis face à la Chine, la menace migratoire, le déclin démographique et j'en passe. Mais, cyniquement parlé, est-ce une bonne nouvelle? Pas nécessairement, car nous ne devons pas oublier que ces facteurs d'instabilité ne jouent pas toujours en défaveur de la gauche. Tout au contraire, certaines de ces crises ont même été créées de toutes pièces par la gauche elle-même pendant des décennies afin de pouvoir fondamentalement transformer notre société. Car il va de soi que la paupérisation et l'atomisation des citoyens profitent davantage à la gauche, prétendument si sociale, qu'à la droite, prétendument hiérarchique.
Mais bien évidemment, l'instabilité créée par la gauche pour pouvoir procéder au grand reset de notre société provoque une situation d'incertitude dont peut bénéficier la droite, elle aussi, et le tout sera de développer la bonne stratégie. Mais avant de discuter de stratégie, nous devons discuter d'un autre volet, du moins aussi important. Car ce qui nous distingue, nous, la droite, de la gauche, ou ce qui devrait nous distinguer, c'est le fait que nous ne voulons pas nous contenter de conquérir le pouvoir, nous voulons aussi reconquérir les âmes, ou plutôt rendre son âme à l'Occident. J'ai souvent écrit que la haine de la déconstruction de notre culture est certes compréhensible, voire nécessaire, mais qu'elle est trop limitée. Même celui qui rejette le négatif reste dans la négativité, se définit par la négation. Mais où voyons-nous, à la droite politique, une véritable affirmation positive au-delà de l'auto-muséification non critique de notre civilisation? Mais pire encore, non seulement les conservateurs semblent avoir perdu le combat culturel avant même de l'avoir véritablement entamé, ils ont aussi, et depuis longtemps, perdu leur propre âme. Et ce, au sens littéral du terme, car le conservateur moderne est devenu, entre-temps, généralement tout aussi matérialiste que le gauchiste moderne. À première vue, cela peut paraître injuste, voire contradictoire. Comment, n'est-ce pas justement le conservateur qui porte haut l'étendard de la transcendance et de l'humanisme face au matérialisme et à l'hédonisme? C'est peut-être vrai, même si malheureusement de nombreux soi-disant conservateurs ne sont en fin de compte rien d'autre que des libéraux des années 1980. Mais ce n'est souvent que très formellement le cas, car ce conservatisme est assez souvent creux, même chez ceux qui tiennent la flamme du christianisme traditionnel. Certes, je serai le dernier à sous-estimer l'importance du rite, non seulement en termes de continuité patriotique de la tradition, mais aussi en tant que possibilité de nous rapprocher très concrètement du vrai, du beau et du bien. Même une prière formulée à la va-vite, qui n'est pas du tout imprégnée d'émotions spirituelles, vaut toujours 100 fois mieux que le renoncement à ces rites au nom d'une intériorité ou d'une spontanéité mal comprise. Car l'intention, la parole et le geste agissent aussi en tant que tels avec une force puissante vers l'extérieur comme vers l'intérieur et sont des armes spirituelles importantes. Mais des armes pour faire quoi? Cela semble dur, mais on ne peut s'empêcher de penser que pour beaucoup de gens de droite, il s'agit plus de lutter pour la suprématie sociale que pour la conquête des âmes. Certes, il est important de créer un espace de tradition, mais encore faut-il le remplir. Mais avec quoi? Je dirais que ce contenu manquant, c'est la quête absolue de l'individu de se rapprocher de Dieu, et ce, dans le sens le plus radical et le plus individualiste que l'on puisse imaginer. Car au cœur de notre culture, il n'y a ni la construction d'une justice sociale ou climatique écolo-gauchiste, ni un État-nation idéal, mais la création d'un cadre qui permette l'accomplissement de Matthieu 16, 26, citation, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il y perd son âme ?» Et cette lutte pour son âme ne peut jamais être considérée comme étant totalement gagnée. C'est un processus de purification permanente et donc de rapprochement de ce Dieu qui, bien qu'il nous ait créés à son image et nous ait ainsi dotés d'une essence immortelle identique à la sienne, nous a justement placés dans les limites de la matière et de la création et nous a donc incité à lutter constamment contre les faiblesses et les tentations qui en découlent. L'observation des lois extérieures de Dieu n'est qu'une condition sine qua non, une simple base sur laquelle le véritable objectif, le rapprochement croissant entre l'âme et l'essence consubstantielle du Créateur, même si jamais totalement réalisable, peut être atteint. Cette union mystique pour laquelle les chrétiens recherchent depuis des siècles, voire des millénaires, la solitude érémitique ou l'isolement monastique afin de se concentrer entièrement sur l'essentiel. Une quête qui, d'ailleurs, devrait aussi être le but suprême de ceux qui sont engagés dans la vie pratique, comme nous tous ici, j'imagine, presque. Cette lutte intérieure de l'âme pour se rapprocher de Dieu n'est en aucun cas moins importante que celle du monde extérieur pour la justice sociale. Elle lui est même, à proprement parler, bien supérieure sur le plan métaphysique, puisque nous possédons, à travers notre âme,
une étincelle de cet infini qui, de toute façon, renferme en lui en puissance le monde entier. Voilà donc le cœur même de la culture occidentale, et d'ailleurs pas seulement de celle-ci. L'âge, la classe, le peuple, l'intelligence, la santé, tous ces éléments ne sont en fin de compte que de simples superficialités qui reflètent, certes, des catégories fondamentales importantes de l'être, mais qui n'offrent que le cadre extérieur de l'immense spectacle métaphysique de la lutte intérieure de l'individu pour Dieu. Des rôles superficiels qui n'affectent en rien la dignité réelle de l'âme individuelle en tant qu'image de Dieu. Ce n'est que lorsque l'homme extérieur l'a remporté sur l'homme intérieur, le progrès technique sur le devenir spirituel, l'éducation sur la contemplation spontanée de Dieu, la lettre sur l'esprit de la Bible, que ce véritable noyau intérieur de l'Occident, et probablement de toute autre culture humaine, a été peu à peu enseveli, jusqu'à ce que l'utopisme qui en a résulté devienne finalement cette farce contre-divine qui nous frappe aujourd'hui de toutes parts. La lutte contre le relativisme multiculturel, l'absurdité de la théorie du genre, l'avortement, l'idéologie LGBTQ, l'euthanasie, le transhumanisme, le mondialisme hostile aux traditions, elle est certes importante et indispensable, mais elle ne nous rapproche guère dans l'immédiat de cette quête d'un véritable devenir spirituel, de la libération des scories du monde. Certes, cette lutte peut créer ou protéger un espace d'ordre dans lequel la transcendance peut à nouveau se présenter à la conscience des hommes. Mais personne ne peut faire pour nous ce premier pas essentiel situé entre le simple respect des lois et donc du christianisme social et de la quête constante de la dimension transcendante dans notre propre intérieur. Ce pas doit venir de nous. Y faire référence sans cesse, l'intégrer dans l'art et la culture, donner des exemples concrets de la recherche active de Dieu, telle serait la véritable mission positive des conservateurs, le véritable contre-projet au matérialisme et à l'hédonisme écolo-gauchiste. Si, au-delà de notre lutte politique, nous ne réussissons pas à intégrer cette dimension spirituelle et transcendante dans notre quotidien, non seulement de nature purement formelle, mais aussi comme une quête quotidienne, directe, donc si nous ne réunissons pas à nous défaire de l'illusion de la suprématie du matériel sur le spirituel, toute notre lutte serait vaine, et même notre victoire creuse. Au vu de ce qui vient d'être dit, et nourri par mes réflexions sur la chute de la République romaine au 1er siècle avant notre ère et des nombreux parallélismes avec aujourd'hui, j'entrevois maintenant d'une manière beaucoup plus, disons, concrète, une évolution politique en plusieurs temps et qui répond évidemment à cette question sécession ou reconquête. 1. Durant une première phase, environ 5 ans, la répression de la gauche va continuer, peut-être même s'intensifier, du moins en Europe occidentale. Il se peut que certains pays changent de gouvernement, comme c'est le cas de la Suède et de l'Italie et peut-être bientôt de l'Espagne. Mais face à l'omnipuissance de la gauche, cela va au mieux approfondir les fossés entre gauche et droite et donc paralyser encore plus l'Europe et hâter le déclin de notre civilisation. Pendant cette phase, la droite restera certes présente politiquement en France et, qui sait, tentera de gagner la majorité dans certaines communes ou même régions. Néanmoins, il serait important de ne pas s'impliquer trop dans la gestion des affaires politiques nationales, car sinon, les conservateurs pourraient vite s'user et perdre leur crédibilité, puisqu'il est évident que la gauche leur attribuera toutes les conséquences néfastes des situations qu'elle est en train de créer elle-même. Ainsi, le plus important pour la droite durant cette phase sera de constituer une opposition de principe, donc de constamment mettre en avant les erreurs de son adversaire et en ne s'avançant que là où il est possible de remporter de vrais succès. 2. Dès lors, l'effort principal devrait être mis sur la construction de sanctuaires conservateurs à travers toute la France et l'Europe. Des réseaux fermement unis et incorporant foi, éducation, économie, entraide, médias et solidarité sociale. Il serait primordial que ces communautés, qui pourraient même se doter dans certaines communes rurales d'une représentation politique,
ne soit pas sectaire et recroquevillée sur eux-mêmes, mais vise à la fois l'expansion et un comportement moral exemplaire afin de pouvoir devenir des centres d'ordre pour la prochaine phase, tout en restant bien en dessous des radars de la répression politique. Donc exactement ce que fait la très excellente Academia Christiana. 3. Car il semble évident que la seconde phase du scénario décrite ici, qui durera une dizaine d'années, va être marquée, surtout en France, par un désordre civil grandissant lié à la crise économique et à l'échec du vivre ensemble. L'État risque de disparaître de plus en plus de la vie quotidienne de la plupart des citoyens, en laissant place à l'anarchie et à des organisations semi-autoritaires spontanées, telles que des groupements religieux, ethniques, mafieux ou paramilitaires. C'est cette phase chaude qui sera déterminante pour le combat. La lutte politique parlementaire classique importera peu, sauf pour la propagande, car l'anarchie devra, comme si souvent dans l'histoire, atteindre d'abord son paroxysme avant qu'un renouveau soit possible. 4. En revanche, il importe d'utiliser les communautés créées précédemment comme point de cristallisation, de la reconquête, et comme autant de vitrines de ce à quoi une France future pourrait ressembler si la tradition était à nouveau en position forte. Il va de soi qu'il ne s'agit pas seulement d'une lutte abstraite. L'ordre politique et social classique s'écroulant tout doucement, il faudra littéralement construire un État dans l'État, en défendre l'intégrité contre tout adversaire et l'étendre pas par pas, tout en n'hésitant pas à conclure des alliances stratégiques qui s'imposent, peut-être même parfois contre nature. 5. Tôt ou tard, et si le conservatisme survit jusque-là, la lutte rentrera dans sa troisième et dernière phase, qui à mon avis durera aussi une dizaine d'années, où l'on jouera le tout pour le tout. La société conservatrice, parallèle étant devenue, il faut l'espérer, une force de premier ordre, devra maintenant arriver à prendre la responsabilité pour toute la société. Ici, un vrai combat politique sera de nouveau utile, même urgent, bien que la continuité formelle avec les partis politiques préexistants à la crise ne semble pas d'une nécessité absolue. L'essentiel sera d'avoir construit une structure de pouvoir incorporant un système d'ordre convaincant, une vaste structure médiatique alternative et des réseaux économiques assez importantes pour que leur disparition puisse causer la désagrégation de la société. Ce n'est qu'en tenant la triple clé de l'ordre, de l'information et de la prospérité que le conservatisme pourra mériter la confiance nécessaire à construire une nouvelle société. En effet, le véritable pouvoir a bougé depuis longtemps des structures étatiques vers les réseaux des grandes corporations et multinationales. Et c'est uniquement en disposant d'un ferme appui économique que le conservatisme pourra changer quoi que ce soit durablement. Le temps joue en sa faveur, car bien que la plupart des grandes entreprises se situent actuellement à gauche, l'appât du gain, tout comme leur compétition mutuelle, les poussera tôt ou tard à s'affronter les unes les autres et à devoir activer le potentiel politique de la droite, Elon Musk étant un premier exemple de cette tendance. Dans ce cas, comme le fit jadis Auguste, nous ne devons pas rejeter cette occasion, même si ce sera sans doute sans enthousiasme. Il va de soi que le scénario esquissé ici dépasse de loin la perspective française et devrait être développé dans un contexte européen, voire global, car la chute de la France sera suivie rapidement par celle de ses voisins, dont l'Allemagne. Sans une coopération étroite avec les traditionalistes partout sur notre continent, les forces de la droite ne sauront jamais remporter la mise. Et c'est uniquement inscrit dans une stratégie d'Europe confédérale conservatrice que notre lutte pourra être couronnée de succès. Tant que ses voisins, et surtout Bruxelles, resteront acquis à la gauche, une France conservatrice ne pourra survivre au long terme. Comme les révolutionnaires de gauche, la droite ne devra pas viser l'installation du conservatisme dans un seul pays, mais sur tout le continent. Sans victoire de l'impérialisme européen, pas de futur pour l'État-nation non plus. Dans cette perspective, l'Europe de l'Est pourra se révéler d'importance capitale. La Hongrie, tout comme la Pologne, pourrait servir de sanctuaire. Merci bien pour votre attention.